qu'à force de supplications elle avait pourtant réussi à lui persuader de me revoir le lendemain matin, mais que j'eusse à prendre garde à ma conduite, parce que, si je m'avisais de lui désobéir encore, lui-même se chargeait du soin de me faire enfermer pour la vie. J'arrive tout ému. Dubourg était seul, dans un état plus indécent encore que la veille. La brutalité, le libertinage, tous les caractères de la débauche éclataient dans ses regards sournois. « Remerciez la Desroches, me dit-il durement, de ce que je veux bien en sa faveur vous rendre un instant mes bontés, vous devez sentir combien vous en êtes indigne après votre conduite d'hier. Déshabillez-vous, et si vous opposez encore la plus légère résistance à mes désirs, 2 hommes vous attendent dans mon antichambre pour vous conduire en un lieu dont vous ne sortirez de vos jours. » « Oh monsieur, dis-je en pleurs et me précipitant aux genoux de cet homme barbare, laissez-vous fléchir, je vous en conjure, soyez assez généreux pour me secourir sans exiger de moi ce qui me coûte assez pour vous offrir plutôt ma vie que de m'y soumettre. Oui, j'aime mieux mourir 1000 fois que d'enfreindre les principes que j'ai reçus dans mon enfance, monsieur, ne me contraignez pas, je vous supplie, pouvez-vous concevoir le bonheur au sein des dégoûts et des larmes? Osez-vous soupçonner le plaisir où vous ne verrez que des répugnances? Vous n'aurez pas plutôt consommé votre crime que le spectacle de mon désespoir vous accablera de remords? Mais les infamies où se livrait Dubourg m'empêchèrent de poursuivre, aurais-je pu me croire capable d'attendrir un homme qui trouvait déjà dans ma propre douleur un véhicule de plus à ses horribles passions? Le croirez-vous, madame, s'enflammant aux accents aigus de mes plaintes, les savourant avec inhumanité, l'indigne se disposait lui-même à ses criminelles tentatives. Il se lève, et se montrant à la fin à moi dans un état où la raison triomphe rarement, et où la résistance de l'objet qui l'a fait perdre n'est qu'un aliment de plus au délire, il me saisit avec brutalité, enlève impétueusement les voiles qui dérobent encore ce dont il brûle de jouir, tour à tour, il m'injurie, il me flatte, il me maltraite et me caresse. Oh! Quel tableau, grand Dieu! Quel mélange inouï de dureté, de luxure! Il semblait que l'être suprême voulut, dans cette première circonstance de ma vie, imprimer à jamais en moi toute l'horreur que je devais avoir pour un genre de crime d'où devait naître l'affluence des maux dont j'étais menacé. Mais fallait-il m'en plaindre alors? Non, sans doute, à ces excès je dus mon salut, moins de débauche, et j'étais une fille flétrie, les feux de Dubourg s'éteignirent dans l'effervescence de ses entreprises, le ciel me vengea des offenses où le monstre allait se livrer, et la perte de ses forces, avant le sacrifice, me préserva d'en être la victime. Dubourg n'en devint que plus insolent, il m'accusa des torts de sa faiblesse, voulut les réparer par de nouveaux outrages et des invectives encore plus mortifiantes, il n'y eut rien qu'il ne me dit, rien qu'il ne tentât, rien que la perfide imagination, la dureté de son caractère et la dépravation de ses mœurs ne lui fit entreprendre. Ma maladresse l'impatienta, j'étais loin de vouloir agir, c'était beaucoup que de me prêter, mes remords n'en sont pas éteints. Cependant rien ne réussit, ma soumission cessa de l'enflammer, il eut beau passer successivement de la tendresse à la rigueur, de l'esclavage à la tyrannie, de l'ère de la décence aux excès de la crapule, nous nous trouvâmes excédés l'un et l'autre, sans qu'il pût heureusement recouvrer ce qu'il fallait pour me porter de plus dangereuses attaques. Il y renonça, me fit promettre de venir le trouver le lendemain, et pour m'y déterminer plus sûrement, il ne voulut absolument me donner que la somme que je devais à la Desroches. Je revins donc chez cette femme, bien humilié d'une pareille aventure et bien résolu, quelque chose qui pût m'arriver, de ne pas m'y exposer une 3e fois. Je l'en prévins en la payant, et en accablant de malédictions le scélérat capable d'abuser aussi cruellement de ma misère. Mais mes imprécations, loin d'attirer sur lui la colère de Dieu, ne firent que lui porter bonheur. 8 jours après, j'appris que cet insigne libertin venait d'obtenir du gouvernement une régie générale qui augmentait ses revenus de plus de 400 000 livres de rente. J'étais absorbé dans les réflexions que font naître inévitablement de semblables inconséquences du sort, quand un rayon d'espoir sembla luire un instant à mes yeux. La Desroches vint me dire un jour qu'elle avait enfin trouvé une maison où l'on me recevrait avec plaisir, pourvu que je m'y comportasse bien. Oh ciel, madame, lui dis-je, en me jetant avec transport dans ses bras, cette condition est celle que j'y mettrai moi-même, jugez si je l'accepte avec plaisir. L'homme que je devais servir était un fameux usurier de Paris, qui s'était enrichi non seulement en prêtant sur gage, mais même en volant impunément le public chaque fois qu'il avait cru le pouvoir faire en sûreté. Il demeurait rue Quincampoix, à un second étage, avec une créature de 50 ans, qu'il appelait sa femme, et pour le moins aussi méchante que lui. Thérèse, me dit cet avare, tel était le nom que j'avais pris pour cacher le mien, Thérèse, la première vertu de ma maison, c'est la probité, si jamais vous détourniez d'ici la 10e partie d'un denier, je vous ferai pendre, voyez-vous, mon enfant. Le peu de douceur dont nous jouissons, ma femme et moi, est le fruit de nos travaux immenses et de notre parfaite sobriété. Mangez-vous beaucoup, ma petite? Quelques onces de pain par jour, monsieur,
lui répondis-je, de l'eau et un peu de soupe, quand je suis assez heureuse pour en avoir. De la soupe. Morbleu, de la soupe. Regardez, mamie, dit l'usurier à sa femme, gémissez des progrès du luxe, ça cherche condition, ça meurt de faim depuis 1 an, et ça veut manger de la soupe, à peine en faisons-nous une fois tous les dimanches, nous qui travaillons comme des forçats, vous aurez 3 onces de pain par jour, ma fille, une demi-bouteille d'eau de rivière, une vieille robe de ma femme tous les 18 mois et 3 écus de gage au bout de l'année, si nous sommes contents de vos services, si votre économie répond à la nôtre, et si vous faites enfin prospérer la maison par de l'ordre et de l'arrangement. Votre service est médiocre, c'est l'affaire d'un clin d'œil, il s'agit de frotter et nettoyer 3 fois la semaine cet appartement de 6 pièces, de faire nos lits, de répondre à la porte, de poudrer ma perruque, de coiffer ma femme, de soigner le chien et le perroquet, de veiller à la cuisine, d'en nettoyer les ustensiles, d'aider à ma femme quand elle nous fait un morceau à manger, et d'employer 4 ou 5 heures par jour à faire du linge, des bas, des bonnets et autres petits meubles de ménage. Vous voyez que ce n'est rien, Thérèse, il vous restera bien du temps, nous vous permettrons d'en faire usage pour votre compte, pourvu que vous soyez sage, mon enfant, discrète, économe surtout, c'est l'essentiel. Vous imaginez aisément, madame, qu'il fallait se trouver dans l'affreux état où j'étais pour accepter une telle place, non seulement il y avait infiniment plus d'ouvrages que mes forces ne me permettaient d'entreprendre, mais pouvais-je vivre avec ce qu'on m'offrait? Je me gardais pourtant bien de faire la difficile, et je fus installé dès le même soir. Si ma cruelle situation permettait que je vous amusasse un instant, madame, quand je ne dois penser qu'à vous attendrir, j'oserais vous raconter quelques traits d'avarice dont je fus témoin dans cette maison, mais une catastrophe si terrible pour moi m'y attendait dès la seconde année, qu'il m'est bien difficile de vous arrêter sur des détails amusants avant que de vous entretenir de mes malheurs. Vous saurez, cependant, madame, qu'on n'avait jamais d'autre lumière dans l'appartement de monsieur Duharpin, que celle qu'il dérobait au réverbère heureusement placé en face de sa chambre, jamais ni l'un ni l'autre n'usait de linge, on emmagasinait celui que je faisais, on y touchait de la vie, il y avait aux manches de la veste de monsieur, ainsi qu'à celle de la robe de madame, une vieille paire de manchettes cousues après l'étoffe, et que je lavais tous les samedis au soir, point de drap, point de serviette, et tout cela pour éviter le blanchissage. On ne buvait jamais de vin chez lui, l'eau claire étant, disait madame Duharpin, la boisson naturelle de l'homme, la plus saine et la moins dangereuse. Toutes les fois qu'on coupait le pain, il se plaçait une corbeille sous le couteau, afin de recueillir ce qui tombait, on y joignait avec exactitude toutes les miettes qui pouvaient se faire au repas, et se met, frit le dimanche, avec un peu de beurre, composait le plat de festin de ses jours de repos. Jamais il ne fallait battre les habits ni les meubles, de peur de les users, mais les housser légèrement avec un plumeau. Les souliers de monsieur, ainsi que ceux de madame, étaient doublés de fer, c'étaient les mêmes qui leur avaient servi le jour de leurs noces. Mais une pratique beaucoup plus bizarre était celle qu'on me faisait exercer une fois la semaine, il y avait dans l'appartement un assez grand cabinet dont les murs n'étaient point tapissés, il fallait qu'avec un couteau j'allasse râper une certaine quantité de plâtre de ces murs, que je passais ensuite dans un tamis fin. Ce qui résultait de cette opération devenait la poudre de toilette dont j'ornais chaque matin et la perruque de monsieur et le chignon de madame. Ah! Plus à Dieu que ces turpitudes eussent été les seuls où se fussent livrés ces vilaines gens. Rien de plus naturel que le désir de conserver son bien, mais ce qui ne l'est pas autant, c'est l'envie de l'augmenter de celui des autres. Et je ne fus pas longtemps à m'apercevoir que ce n'était qu'ainsi que s'enrichissait Duharpin. Il logeait au-dessus de nous un particulier fort à son aise, possédant d'assez jolis bijoux, et dont les effets, soit à cause du voisinage, soit pour avoir passé par les mains de mon maître, se trouvaient très connus de lui. Je lui entendais souvent regretter avec sa femme une certaine boîte d'or de 30 à 40 louis, qui lui serait infailliblement restée, disait-il, s'il avait su s'y prendre avec plus d'adresse. Pour se consoler enfin d'avoir rendu cette boîte, l'honnête monsieur Duharpin projeta de la voler, et ce fut moi qu'on chargea de la négociation. Après m'avoir fait un grand discours sur l'indifférence du vol, sur l'utilité même dont il était dans le monde, plus qu'il y rétablissait une sorte d'équilibre, que dérangeait totalement l'inégalité des richesses, sur la rareté des punitions, puisque de 20 voleurs il était prouvé qu'il n'en périssait pas deux, après m'avoir démontré avec une érudition dont je n'aurais pas cru monsieur Duharpin capable, que le vol était en honneur dans toute la Grèce, que plusieurs peuples encore l'admettaient, le favorisaient, le récompensait comme une action hardie prouvant à la fois le courage et l'adresse, deux vertus essentielles à toute nation guerrière, après m'avoir en un mot exalté son crédit qui me tirerait de tout, si j'étais découverte. Monsieur Duharpin me remit 2 fausses clés dont l'une devait ouvrir l'appartement du voisin, l'autre son secrétaire dans lequel était la boîte en question. Il m'enjoignit de lui apporter incessamment cette boîte, et que pour un service aussi essentiel, je recevrais pendant 2 ans un écu de plus sur mes gages. Oh!
Monsieur, m'écriai-je en frémissant de la proposition, est-il possible qu'un maître ose corrompre ainsi son domestique? Qui m'empêche de faire tourner contre vous les armes que vous me mettez à la main, et qu'aurez-vous à m'objecter si je vous rends un jour victime de vos propres principes? Duharpin, confondu, se rejeta sur un subterfuge maladroit, il me dit que ce qu'il faisait n'était qu'à dessein de m'éprouver, que j'étais bien heureuse d'avoir résisté à ses propositions, que j'étais perdue si j'avais succombé. Je me payai de ce mensonge, mais je sentis bientôt le tort que j'avais eu de répondre aussi fermement, les malfaiteurs n'aiment pas à trouver de la résistance dans ceux qu'ils cherchent à séduire, il n'y a malheureusement point de milieu dès qu'on est assez à plaindre pour avoir reçu leurs propositions, il faut nécessairement devenir dès lors ou leurs complices, ce qui est dangereux, ou leurs ennemis, ce qui l'est encore davantage. Avec un peu plus d'expérience, j'aurais quitté la maison dès l'instant, mais il était déjà écrit dans le ciel que chacun des mouvements honnêtes qui devraient éclore de moi serait acquitté. Par des malheurs. Monsieur Duharpin laissa couler près d'un mois, c'est-à-dire à peu près jusqu'à l'époque de la fin de la seconde année de mon séjour chez lui, sans dire un mot et sans témoigner le plus léger ressentiment du refus que je lui avais fait, lorsqu'un soir, venant de me retirer dans ma chambre pour y goûter quelques heures de repos, j'entendis tout à coup jeter ma porte en dedans, et vis, non sans effroi, Monsieur Duharpin conduisant un commissaire et 4 soldats du guet près de mon lit. « Faites votre devoir, monsieur, dit-il à l'homme de justice, cette malheureuse m'a volé un diamant de 1000 écus, vous le retrouverez dans sa chambre ou sur elle, le fait est certain. » « Moi, vous avoir volé, monsieur. » dis-je en me jetant toute troublée hors de mon lit, moi, juste ciel. Ah. Qui sait mieux que vous le contraire? Qui doit être pénétré mieux que vous du point auquel cette action me répugne et de l'impossibilité qu'il y a que je l'ai commise? Mais Duharpin, faisant beaucoup de bruit pour que mes paroles ne fussent pas entendues, continua d'ordonner les perquisitions, et la malheureuse bague fut trouvée dans mon matelas. Avec des preuves de cette force, il n'y avait pas à répliquer, je fus à l'instant saisi, garrotté et conduit en prison, sans qu'il me fût seulement possible de faire entendre un mot en ma faveur. Le procès d'une malheureuse qui n'a ni crédit, ni protection, est promptement fait dans un pays où l'on croit la vertu incompatible avec la misère, où l'infortune est une preuve complète contre l'accusé, là, une injuste prévention fait croire que celui qui a dû commettre le crime l'a commis, les sentiments se mesurent à l'état où l'on trouve le coupable, et sitôt que l'or ou des titres n'établissent pas son innocence, l'impossibilité qu'il puisse être innocent devient alors démontrée. J'eus beau me défendre, j'eus beau fournir les meilleurs moyens à l'avocat de forme qu'on me donna pour un instant, mon maître m'accusait, le diamant s'était trouvé dans ma chambre, il était clair que je l'avais volé. Lorsque je voulus citer le trait horrible de Monsieur Duharpin, et prouver que le malheur qui m'arrivait n'était que le fruit de sa vengeance et la suite de l'envie qu'il avait de se défaire d'une créature qui, tenant son secret, devenait maîtresse de lui, on traita ses plaintes de récrimination, on me dit que Monsieur Duharpin était connu depuis 20 ans pour un homme intègre, incapable d'une telle horreur. Je fus transféré à la conciergerie, où je me vis au moment d'aller payer de mes jours le refus de participer à un crime, je périssais, un nouveau délit pouvait seul me sauver, la Providence voulut que le crime servît au moins une fois d'égide à la vertu, qu'il la préservât de l'abîme où l'allait engloutir l'imbécilité des juges. J'avais près de moi une femme d'environ 40 ans, aussi célèbre par sa beauté que par l'espèce et la multiplicité de ses forfaits, on la nommait Dubois, et elle était, ainsi que la malheureuse Thérèse, à la veille de subir un jugement de mort, le genre seul embarrassait les juges. S'étant rendue coupable de tous les crimes imaginables, on se trouvait presque obligé ou à inventer pour elle un supplice nouveau, ou à lui en faire subir un dont nous exempte notre sexe. J'avais inspiré une sorte d'intérêt à cette femme, intérêt criminel, sans doute, puisque la base en était, comme je le sus depuis, l'extrême désir de faire une prosélyte de moi. Un soir, 2 jours peut-être tout au plus avant celui où nous devions perdre l'une et l'autre la vie, la Dubois me dit de ne me point coucher, et de me tenir avec elle sans affectation le plus près possible des portes de la prison. Entre 7 et 8 heures, poursuivit-elle, le feu prendra à la conciergerie, c'est l'ouvrage de mes soins, beaucoup de gens seront brûlés sans doute, peu importe, Thérèse, osa me dire cette scélérate, le sort des autres doit être toujours nul dès qu'il s'agit de notre bien-être, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous nous sauverons. 4 hommes, mes complices et mes amis, se joindront à nous, et je réponds de ta liberté. Je vous l'ai dit, madame, la main du ciel qui venait de punir l'innocence dans moi, servit le crime dans ma protectrice, le feu prit, l'incendie fut horrible, il y eut 21 personnes de brûlées, mais nous nous sauvâmes. Dès le même jour nous gagnâmes la chaumière d'un braconnier de la forêt de Bondy, intime ami de notre bande. Te voilà libre, Thérèse, me dit alors la Dubois, tu peux maintenant choisir tel genre de vie qu'il te plaira, mais si j'ai un conseil à te donner, c'est de renoncer à des pratiques de vertu qui, comme tu vois, ne t'ont jamais réussi, une délicatesse déplacée t'a conduite au pied de l'échafaud,
un crime affreux sauve. Regarde à quoi les bonnes actions servent dans le monde, et si c'est bien la peine de s'immoler pour elles. Tu es jeune et jolie, Thérèse, en 2 ans je me charge de ta fortune, mais n'imagine pas que je te conduise à son temple par les sentiers de la vertu, il faut, quand on veut faire son chemin, chère fille, entreprendre plus d'un métier et servir à plus d'une intrigue, décide-toi donc, nous n'avons point de sûreté dans cette chaumière, il faut que nous en partions dans peu d'heures. Oh madame, dis-je à ma bienfaitrice, je vous ai de grandes obligations, je suis loin de vouloir m'y soustraire, vous m'avez sauvé la vie, il est affreux pour moi que ce soit par un crime, croyez que s'il me l'eût fallu commettre, j'eusse préféré 1000 morts à la douleur d'y participer, je sens tous les dangers que j'ai courus pour m'être abandonné aux sentiments honnêtes qui resteront toujours dans mon cœur, mais quels que soient, madame, les épines de la vertu, je les préférerai sans cesse aux dangereuses faveurs qui accompagnent le crime. Il est en moi des principes de religion qui, grâce au ciel, ne me quitteront jamais, si la Providence me rend pénible la carrière de la vie, c'est pour m'en dédommager dans un monde meilleur. Cet espoir me console, il adoucit mes chagrins, il apaise mes plaintes, il me fortifie dans la détresse, et me fait braver tous les maux qu'il plaira à Dieu de m'envoyer. Cette joie s'éteindrait aussitôt dans mon âme si je venais à la souiller par des crimes, et avec la crainte des châtiments de ce monde, j'aurais le douloureux aspect des supplices de l'autre, qui ne me laisserait pas un instant dans la tranquillité que je désire. Voilà des systèmes absurdes qui te conduiront bientôt à l'hôpital, ma fille, dit la Dubois en fronçant le sourcil, crois-moi, laisse-la la justice de Dieu, ces châtiments ou ces récompenses à venir, toutes ces platitudes-là ne sont bonnes qu'à nous faire mourir de faim. Ô Thérèse! La dureté des riches légitime la mauvaise conduite des pauvres, que leur bourse s'ouvre à nos besoins, que l'humanité règne dans leur cœur, et les vertus pourront s'établir dans le nôtre, mais tant que notre infortune, notre patience à la supporter, notre bonne foi, notre asservissement, ne serviront qu'à doubler nos fers, nos crimes deviendront leur ouvrage, et nous serions bien dupes de nous les refuser quand ils peuvent amoindrir le joug dont leur cruauté nous surcharge. La nature nous a fait naître tous égaux, Thérèse, si le sort se plaît à déranger ce premier plan des lois générales, c'est à nous d'en corriger les caprices et de réparer, par notre adresse, les usurpations du plus fort. J'aime à les entendre, ces gens riches, ces gens titrés, ces magistrats, ces prêtres, j'aime à les voir nous prêcher la vertu. Il est bien difficile de se garantir du vol quand on a 3 fois plus qu'il ne faut pour vivre, bien malaisé de ne jamais concevoir le meurtre, quand on n'est entouré que d'adulateurs ou d'esclaves dont nos volontés sont les lois, bien pénible, en vérité, d'être tempérant et sobre, quand on est à chaque heure entouré des mets les plus succulents, ils ont bien du mal à être sincères, quand il ne se présente pour eux aucun intérêt de mentir. Mais nous, Thérèse, nous que cette providence barbare, dont tu as la folie de faire ton idole, a condamné à ramper dans l'humiliation comme le serpent dans l'herbe, nous qu'on ne voit qu'avec dédain, parce que nous sommes pauvres, qu'on tyrannise, parce que nous sommes faibles, nous, dont les lèvres ne sont abreuvées que de fiel, et dont les pas ne pressent que des ronces, tu veux que nous nous défendions du crime quand sa main seule nous ouvre la porte de la vie, nous y maintient, nous y conserve, et nous empêche de la perdre. Tu veux que perpétuellement soumis et dégradés, pendant que cette classe qui nous maîtrise a pour elle toutes les faveurs de la fortune, nous ne nous réservions que la peine, l'abattement et la douleur, que le besoin et que les larmes, que les flétrissures et l'échafaud. Non, non, Thérèse, non, ou cette providence que tu révères n'est faite que pour nos mépris, ou ce ne sont point là ses volontés. Connais-la mieux, mon enfant, et convains-toi que dès qu'elle nous place dans une situation où le mal nous devient nécessaire, et qu'elle nous laisse en même temps la possibilité de l'exercer, c'est que ce mal sert à ses lois comme le bien, et qu'elle gagne autant à l'un qu'à l'autre, l'état où elle nous a créés et l'égalité. Celui qui le dérange n'est pas plus coupable que celui qui cherche à le rétablir, tous deux agissent d'après les impulsions reçues, tous deux doivent les suivre et jouir. Je l'avoue, si jamais je fus ébranlé, ce fut par les séductions de cette femme adroite, mais une voix, plus forte qu'elle, combattait ces sophismes dans mon cœur, je m'y rendis, je déclarai à la Dubois que j'étais décidé à ne me jamais laisser corrompre. Eh bien, me répondit-elle, deviens ce que tu voudras, je t'abandonne à ton mauvais sort, mais si jamais tu te fais pendre, ce qui ne peut te fuir, par la fatalité qui sauve inévitablement le crime en immolant la vertu, souviens-toi du moins de ne jamais parler de nous. Pendant que nous raisonnions ainsi, les 4 compagnons de la Dubois buvaient avec le braconnier, et comme le vin dispose l'âme du malfaiteur à de nouveaux crimes et lui fait oublier les anciens, nos scélérats n'apprirent pas plus tôt mes résolutions qu'ils se décidèrent à faire de moi une victime, n'en pouvant faire une complice, leurs principes, leurs mœurs, le sombre réduit où nous étions, l'espèce de sécurité dans laquelle ils se croyaient, leur ivresse, mon âge, mon innocence, tous les encouragea. Ils se lèvent de table, ils tiennent conseil, ils consultent la Dubois,
procédé dont le lugubre mystère me fait frissonner d'horreur, et le résultat est enfin un ordre de me prêter sur le champ à satisfaire les désirs de chacun des quatre, ou de bonne grâce, ou de force, si je le fais de bonne grâce. Ils me donneront chacun un écu pour me conduire où je voudrais, s'il leur faut employer la violence, la chose se fera tout de même, mais pour que le secret soit mieux gardé, ils me poignarderont. Après s'être satisfaits et m'enterreront au pied d'un arbre. Je n'ai pas besoin de vous peindre l'effet que me fit cette cruelle proposition, madame, vous le comprenez sans peine, je me jetai aux genoux de la Dubois, je la conjurai d'être une seconde fois ma protectrice, la malhonnête créature ne fit que rire de mes larmes. Oh! Parbleu, me dit-elle, te voilà bien malheureuse. Quoi? Tu frémis de l'obligation de servir successivement à 4 beaux grands garçons comme ceux-là? Mais sais-tu bien qu'il y a 10 000 femmes à Paris qui donneraient la moitié de leur or ou de leurs bijoux pour être à ta place? Écoute, ajouta-t-elle pourtant après un peu de réflexion, j'ai assez d'emprise sur ces drôles-là pour obtenir ta grâce aux conditions que tu t'en rendras digne. Hélas! Madame, que faut-il faire? M'écriai-je en larmes, ordonnez-moi, je suis toute prête. Nous suivre, t'enrôler avec nous, et commettre les mêmes choses sans la plus légère répugnance, à ce seul prix je te sauve le reste. Je ne crus pas devoir balancer, en acceptant cette cruelle condition, je courais de nouveaux dangers, j'en conviens, mais ils étaient moins pressants que ceux-ci, peut-être pouvais-je m'en garantir, tandis que rien n'était capable de me soustraire à ceux qui me menaçaient. J'irai partout, madame, dis-je promptement à la Dubois, j'irai partout, je vous le promets, sauvez-moi de la fureur de ces hommes, et je ne vous quitterai de ma vie. Enfant, dit la Dubois aux 4 bandits, cette fille est de la troupe, je l'Y reçois, je l'Y installe, je vous supplie de ne point lui faire de violence, ne la dégoûtons pas du métier dès les premiers jours, vous voyez comme son âge et sa figure peuvent nous être utiles, servons-nous-en pour nos intérêts, et ne la sacrifions pas à nos plaisirs. Mais les passions ont un degré d'énergie dans l'homme où rien ne peut les captiver. Les gens à qui j'avais affaire n'étaient plus en état de rien entendre, m'entourant tous les 4, me dévorant de leurs regards en feu, me menaçant d'une manière plus terrible encore, prêts à me saisir, prêts à m'immoler. Il faut qu'elle y passe, dit l'un d'eux, il n'y a plus moyen de lui faire de quartier, ne dirait-on pas qu'il faut faire preuve de vertu pour être dans une troupe de voleurs? Et ne nous servira-t-elle pas aussi bien flétrie que vierge? J'adoucis les expressions, vous le comprenez, madame, j'affaiblirai de même les tableaux, hélas. L'obscénité de leur teinte est telle que votre pudeur souffrirait de leur nu pour le moins autant que ma timidité. Douce et tremblante victime, hélas. Je frémissais, à peine avais-je la force de respirer, à genoux devant tous les 4, tantôt mes faibles bras s'élevaient pour les implorer, et tantôt pour fléchir la Dubois. Un moment, dit un nommé Cœur de Fer qui paraissait le chef de la bande, homme de 36 ans, d'une force de taureau et d'une figure de satyre, un moment, mes amis, il est possible de contenter tout le monde, puisque la vertu de cette petite fille lui est si précieuse, et que, comme dit fort bien la Dubois, cette qualité, différemment mise en action, pourra nous devenir nécessaire, laissons-la lui, mais il faut que nous soyons apaisés, les têtes n'y sont plus, Dubois, et dans l'état. On nous voilà, nous t'égorgerions peut-être toi-même si tu t'opposais à nos plaisirs, que Thérèse se mette à l'instant aussi nue que le jour qu'elle est venue au monde, et qu'elle se prête ainsi tour à tour aux différentes positions qu'il nous plaira d'exiger, pendant que la Dubois apaisera nos ardeurs, fera brûler l'encens sur les autels dont cette créature nous refuse l'entrée. Me mettre nu. M'écriai-je, ô ciel! Qu'exigez-vous? Quand je serai livré de cette manière à vos regards, qui pourra me répondre? Mes cœurs de fer, qui ne paraissaient pas d'humeur à m'en accorder davantage ni à suspendre ses désirs, m'invectiva en me frappant d'une manière si brutale, que je vis bien que l'obéissance était mon dernier lot. Il se plaça dans les mains de la Dubois, mise par lui à peu près dans le même désordre que le mien, et dès que je fus comme il le désirait, m'ayant fait mettre les bras à terre, ce qui me faisait ressembler à une bête, la Dubois apaisa ses feux en approchant une espèce de monstre, positivement au péristyle de l'un et l'autre autel de la nature, en telle sorte qu'à chaque secousse elle dut fortement frapper ses parties de sa main pleine, comme le bélier jadis aux portes des villes assiégées. La violence des premières attaques me fit reculer, Cœur de Fer, en fureur, me menaça de traitements plus durs si je me soustrayais à cela, la Dubois a ordre de redoubler, un de ces libertins contient mes épaules et m'empêche de chanceler sous les saccades, elles deviennent tellement rudes que j'en suis meurtri, et sans pouvoir en éviter aucune. En vérité, dit Cœur de Fer en balbutiant, à sa place, j'aimerais mieux livrer les portes que de les voir ébranler ainsi, mais elle ne le veut pas, nous ne manquerons point à la capitulation. Vigoureusement, Dubois. Et l'éclat des feux de ce débauché, presque aussi violent que ceux de la foudre,
vint s'anéantir sur les brèches molestées sans être entr'ouvertes. Le second me fit mettre à genoux entre ses jambes, et pendant que la Dubois l'apaisait comme l'autre, deux procédés l'occupaient tout entier, tantôt il frappait à main ouverte, mais d'une manière très nerveuse, ou mes joues ou mon sein, tantôt sa bouche impure venait fouiller la mienne. Ma poitrine et mon visage devinrent dans l'instant d'un rouge de pourpre. Je souffrais, je lui demandais grâce, et mes larmes coulaient sur ses yeux, elles l'irritèrent, il redoubla, en ce moment ma langue fut mordue, et les deux fraises de mon sein tellement froissées que je me rejetai en arrière, mais j'étais contenu. On me repoussa sur lui, je fus pressé plus fortement de partout, et son extase se décida. Le troisième me fit monter sur deux chaises écartées, et s'asseyant en dessous, excité par la Dubois placée dans ses jambes, il me fit pencher jusqu'à ce que sa bouche se trouvât perpendiculairement au temple de la nature. Vous n'imagineriez pas, madame, ce que ce mortel obscène osa désirer, il me fallut, en vie ou non, satisfaire à de légers besoins. Juste ciel! Quel homme assez dépravé peut goûter un instant le plaisir à de telles choses? Je fis ce qu'il voulut, je l'inondai, et ma soumission tout entière obtint de ce vilain homme une ivresse que rien n'eût déterminée sans cette infamie. Le quatrième m'attacha des ficelles à toutes les parties où il devenait possible de les adapter, il en tenait le faisceau dans sa main, assis à 7 ou 8 pieds de mon corps, fortement excité par les attouchements et les baisers de la Dubois, j'étais droite, et s'étant tiraillant fortement tour à tour chacune de ces cordes que le sauvage irritait ses plaisirs, je chancelais, je perdais à tout moment l'équilibre. Il s'extasiait à chacun de mes trébuchements, enfin toutes les ficelles se tirèrent à la fois, avec tant d'irrégularité, que je tombai à terre auprès de lui, tel était son unique but, et mon front, mon sein et mes joues reçurent les preuves d'un délire qu'il ne devait qu'à cette manie. Voilà ce que je souffris, madame, mais mon honneur au moins se trouva respecté si ma pudeur ne le fut point. Un peu plus calme, ces bandits parlèrent de se remettre en route, et dès la même nuit ils gagnèrent le Tremblay avec l'intention de s'approcher des bois de Chantilly, où ils s'attendaient à quelques bons coups. Rien n'égalait le désespoir où j'étais de l'obligation de suivre de tels gens, et je ne m'y déterminai que bien résolu à les abandonner dès que je le pourrais sans risque. Nous couchâmes le lendemain aux environs de Louvres, sous des meules de foin, je voulus m'étayer de la Dubois, et passer la nuit à ses côtés, mais il me parut qu'elle avait le projet de l'employer à autre chose qu'à préserver ma vertu des attaques que je pouvais craindre. Trois l'entourèrent, et l'abominable créature se livra sous nos yeux à tous les trois en même temps. Le quatrième s'approcha de moi, c'était le chef. « Belle Thérèse, me dit-il, j'espère que vous ne me refuserez pas au moins le plaisir de passer la nuit près de vous ?» Et comme il s'aperçut de mon extrême répugnance, « Ne craignez point, dit-il, nous jaserons, et je n'entreprendrai rien que de votre gré. »« Ô Thérèse, continua-t-il en me pressant dans ses bras, n'est-ce pas une grande folie que cette prétention où vous êtes de vous conserver pur avec nous? Dussions-nous même y consentir, cela pourrait-il s'arranger avec les intérêts de la troupe? Il est inutile de vous le dissimuler, cher enfant, mais quand nous habiterons les villes, ce n'est qu'au piège de vos charmes que nous comptons prendre des dupes. Eh bien, monsieur, répondis-je, puisqu'il est certain que je préférerais la mort à ces horreurs, de quelle utilité puis-je vous être, et pourquoi vous opposez-vous à ma fuite? Assurément, nous nous y opposons, mon ange, répondit Cœur de Fer, vous devez servir nos intérêts ou nos plaisirs, vos malheurs vous imposent ce joug, il faut le subir, mais vous le savez, Thérèse, il n'y a rien qui ne s'arrange dans le monde, écoutez-moi donc, et faites vous-même votre sort, consentez de vivre avec moi, chère fille, consentez à m'appartenir en propre et je vous épargne le triste rôle qui vous est destiné. Moi, monsieur, m'écriai-je, devenir la maîtresse d'un. Dites le mot, Thérèse, dites le mot, d'un coquin, n'est-ce pas? Je l'avoue, mais je ne puis vous offrir d'autres titres, vous sentez bien que nous n'épousons pas, nous autres, l'hymen est un sacrement, Thérèse, et plein d'un égal mépris pour tous, jamais nous n'approchons d'aucun. Cependant raisonnez un peu, dans l'indispensable nécessité où vous êtes de perdre ce qui vous est si cher, ne vaut-il pas mieux le sacrifier à un seul homme, qui deviendra dès lors votre soutien et votre protecteur, que de vous prostituer à tous? Mais pourquoi faut-il, répondis-je, que je n'ai pas d'autre parti à prendre?